qui risque de ne pas engager en fait la responsabilité de l'institution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, donc, Maître Chardon, vous voulez lui donner la réponse? Alors, je vais vous donner la réponse, enfin, des éléments de réponse concernant... Vous êtes le tiers, et donc vous n'êtes pas tenu de vérifier le bien fondé du jugement. Vous êtes simplement tenu, à partir du moment où un huissier de justice se présente pour exécuter une décision de justice et vous donne les coordonnées de votre client, donc du débiteur. Alors là, évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de risque d'homonymie. Il faut que vous soyez certain qu'il s'agit de la bonne personne. C'est la seule chose sur laquelle vous puissiez dire je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas certain de l'identité de la personne qui est visée dans le titre exécutoire. Mais ça, c'est la responsabilité de l'huissier de justice. À partir du moment où l'huissier de justice vous dit il s'agit de monsieur un tel, né à tel endroit, dans telle ville, vous êtes tenu de répondre. Vous ne pouvez pas dire. Et de toute façon, bien sûr, dans l'acte d'exécution, il est fait mention du titre exécutoire. Mais ce titre exécutoire, vous n'en avez pas connaissance. Vous n'avez pas à avoir connaissance du titre exécutoire qui concerne le créancier et le débiteur, et non pas votre client. Concernant... je voudrais revenir quand même sur la procédure camerounaise. Oui. Et donc, je rejoins complètement Luc Sova. Apparemment, vous avez laissé les autorités mettre en place une procédure qui n'est absolument pas prévue par le droit OHADA. Et donc, moi, je vous encourage à refuser et à demander l'application du droit OHADA. Et le droit OHADA, tout le monde le sait ici, et vous le savez aussi, n'impose absolument pas un commandement préalable à une saisie-attribution. Le commandement de payer, c'est écrit noir sur blanc, c'est un commandement de payer préalable à une saisie-vente. Donc il n'est absolument pas besoin de faire un commandement. Et vous pourriez signifier une saisie-attribution sans commandement préalable et mettre en cause la responsabilité du tiers saisi ou d'une autre entité si jamais on vous opposait la nullité de cette saisie-attribution. Et soyez certain que le juge OHADA de la Cour commune de justice et d'arbitrage vous donnerait évidemment raison puisque ce texte n'existe pas. Donc on ne peut pas créer un droit qui n'est pas prévu par les textes. Merci beaucoup. Sur le plan civil, mais encore sur le plan pénal. Ma problématique, c'est en fait comment examiner, c'est-à-dire comment cantonner l'assiette de la saisie. Parce qu'il est évident que quelquefois, les SFD que je représente confèrent des prêts aux débiteurs saisis et ces prêts sont adossés à des garanties financières. On l'appelle chez nous le crédit automatique. Maintenant, quand il faut répondre, faut-il déclarer toutes les sommes au risque d'être à découvert? Parce qu'une fois, si le débiteur ne réagit pas à l'échéance, on n'aura plus rien. Alors que si la garantie est constituée, la garantie financière est constituée, en cas d'insolvabilité ou bien en cas de retard, le SFD est autorisé à pomper dans le compte au prorata du montant non versé. Donc, faudrait-il tout déclarer et tout verser? Ou bien faudrait-il garder la partie qui sert de garantie au prêt au risque de se voir attrait en pénal pour association de malfaiteurs, etc. Voilà. Donc, moi, je dis que c'est un thème extrêmement important et j'espère qu'au sortir de ces échanges, on aura une position définitive par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est sûr que vous serez audifié. 1 000 euros. Bon, très bien. Je note, créditeur de 3 000 euros. Et puis, 3 jours après, je reçois un courrier qui va me dire... Et 3 jours après, on me dit, non, finalement, il y a 1 000 euros sur le compte. Donc, la seule question, et c'est la seule question que doit trancher reste, c'est juste une question d'écriture et puis d'arriver à démontrer la réalité de ces écritures. Donc, c'est vrai que ça peut être... À ce moment-là, c'est au banquier de vous informer que la situation a changé. Parce que le banquier est tenu d'une information. Il a fait le maximum pour vous donner l'information le jour de la saisie-attribution, mais si ça ne correspond à l'acte de dénonciation, copie de la saisie opérée à la banque. Je souhaiterais savoir, est-ce une copie originale
ou c'est le premier que nous photocopions pour joindre à l'exploit de dénonciation. Merci. Merci. Je crois, comme je disais tantôt, que nous n'avons pas besoin de photocopier alors que c'est nous qui concevons l'exploit. Prendre une copie du procès verbal que nous avons nous-mêmes passé, pour moi, s'avère plus... Elle demande si on doit joindre à l'acte une copie ou un original, quel qu'il soit. Ça n'a aucune importance. Justement. Alors, il pose la question, elle est très importante parce que nous avions cette difficulté en Côte d'Ivoire par le juge. Il estime qu'il faut faire une autre copie supplémentaire. Et maintenant, quand on lui pose la question, et en ce qui concerne le titre, supposons que c'est... Permettez au moins à l'exposant de fournir ses explications. Concernant le titre exécutoire, mais vous n'avez pas besoin de signifier le titre exécutoire au débiteur ou au moment de la dénonciation, sauf si vous êtes dans le cadre d'une mesure conservatoire et que le titre n'a pas été mesuré. Je voudrais revenir sur cette question. C'est vraiment la pratique quotidienne de tous les jours. J'aimerais simplement axer mon intervention sur la responsabilité du banquier ou du tiers saisi. Il me semble que l'acte uniforme est assez clair quand il dit que la signification à personne entraîne l'obligation de réponse immédiate. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par signification à personne? Malheureusement, dans la pratique quotidienne, les actes sont délaissés dans les services juridiques des banques, en tout cas des services appropriés, et on en sort avec cachet et tout. Est-ce que l'huissier, en dehors qui ne maîtrise pas l'organigramme d'une banque, peut se dire que voilà la personne habilitée à recevoir, donc si c'est elle qui reçoit, c'est une signification à personne avec obligation d'avoir à répondre, ou si c'est une signification qui n'a pas été faite à personne, à partir de ce moment, on a un délai de 5 jours pour répondre. Ça, c'est la première question. La deuxième, je crois que Mathieu Charron en a parlé, l'obligation de répondre, elle est instantanée. Mais à l'obligation de répondre, il y a une autre obligation, celle de délivrer la preuve, les éléments de la réponse, c'est-à-dire un extrait de compte avec cachet et tout. Or, malheureusement, dans la pratique professionnelle, les institutions bancaires, les tiers ne remettent jamais ces éléments-là. Et c'est justement cet élément-là qui me paraît être déterminant pour pouvoir mesurer l'évolution positive ou négative du compte dans les 15 jours. Alors, concernant le dernier... On est obligé de suspendre pour la pause déjeuner. Oui, mais s'il vous plaît, sinon on va déborder. Voilà, par rapport à la question, s'il vous plaît. Voilà. Et après, il me faut des renseignements. Il va falloir que j'aille chercher un petit peu cette société. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son capital social? Est-ce qu'il y a des créanciers inscrits sur le registre du commerce et des sociétés pour savoir un petit peu quelle est la santé de cette société? Donc, il faudra peut-être que j'aille chercher les bilans de la société. Alors, nous, les bilans de la société, normalement, il y a obligation de les publier tous les ans. Si ça n'est pas publié, ben peut-être que je vais aller me renseigner auprès de la direction des services fiscaux pour demander si je peux avoir un renseignement concernant telle société, puisque j'ai besoin d'avoir tout de même les comptes de la société. Donc vous voyez qu'il y a aussi une préparation du dossier qui est très importante en matière de saisie des droits d'associés et parts sociales, donc sur la façon dont vous allez constituer votre dossier. Ce qui est intéressant aussi, il faut bien le dire, c'est que dans l'évaluation que l'on va faire de la société, souvent, dans la plupart des cas, les huissiers de justice ont un territoire de compétences assez limité, ce qui nous permet de connaître notre champ d'action et les gens qui travaillent dans ce champ d'action. Et nous avons une vision assez complète du tissu économique de notre territoire de compétences. Donc là aussi, nous avons parfois quelques idées sur la société au sein de laquelle notre débiteur détiendra des parts. Ce qui va nous permettre, à un moment donné, lorsque le moment sera venu, d'évaluer
les parts de cette société, parce que c'est un travail qui va nous revenir. Alors, on imagine donc que j'ai les renseignements voulus pour procéder à la mesure d'exécution. Évidemment, soit j'ai un titre exécutoire, soit je n'ai pas de titre exécutoire. Si je n'ai pas de titre exécutoire, je ferai une saisie conservatoire et puis je procéderai ensuite à la poursuite de la procédure pour obtenir un titre et convertir ma saisie. Et je vous engage vivement, comme je l'ai dit ce matin, à commencer par un nantissement des parts. Voilà. Vous ne risquez rien. Au contraire, vous garantissez l'assiette de votre créancier. Ça, c'est la première des choses. Si j'ai un titre exécutoire, évidemment, je vais faire tout de suite la saisie vente. Parce que nous, dans notre terminologie, le législateur français a simplement parlé de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières. Il n'a pas dit si c'était une saisie-vente, une saisie-exécution, il a dit saisie. Alors il faut qu'on devine que dans les textes, lorsque le législateur dit saisie, ça veut dire mesure d'exécution. Sinon, il dit saisie conservatoire. Voilà. Donc, si vous avez un titre exécutoire, vous ferez la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe que cette procédure, c'est une espèce de milkshake. On a pris la saisie-attribution, on a pris la saisie-vente, on a secoué et on a mélangé. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne le fait que quand je sais que mon débiteur détient des parts au sein de la société anonyme Dupont, je vais au siège de la société anonyme Dupont, je vais voir le gérant et je lui dis « Bonjour, je vais saisir les parts qui appartiennent à monsieur Durand au sein de votre société. » Point final. Il n'est pas obligé de me répondre, ce n'est pas interpellatif. Mon procès-verbal, je peux éventuellement le signifier à mon étude s'il n'y a personne à la société. Il n'y a pas, c'est pas comme la saisie-attribution, il n'y a pas une réponse obligatoire de la part du tiers saisi, qui n'est même pas un tiers saisi au sens où on l'entend, par exemple, dans la saisie-attribution que nous avons vue ce matin. Il n'en reste pas moins que c'est un tiers, quand même, qui intervient dans la procédure. C'est en ce sens qu'on se rapproche de la procédure de saisie-attribution. Bon, très bien. Ça, c'est un premier point. Quand j'ai fait cette saisie, je vais la dénoncer, bien sûr, à mon débiteur avec les délais de contestation prévus et je lui indique qu'il dispose du délai d'1 mois pour vendre à l'amiable ses parts sociales. Et là, ce sont les textes de la saisie-vente que je vais mettre dans la saisie des parts sociales. C'est en ce sens que je vous dis qu'il y a cette espèce de mélange entre la saisie-attribution et la saisie-vente. Donc là, il aura soit la possibilité de contester, soit, s'il a des moyens à faire valoir, soit la possibilité de vendre à l'amiable ses parts, soit de ne rien faire et de me laisser continuer la procédure. Alors, si je continue la procédure, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais lui indiquer que, n'ayant reçu ni contestation ni proposition de vente amiable, nous allons procéder à la vente des parts. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Parce que, à mon sens, saisir, ne pose aucun problème. Aller à la vente, il faut savoir ce qu'on fait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La saisie est intéressante en ce sens qu'elle vous permet de récolter non seulement le prix des parts, mais le fruit des parts. D'accord ? C'est-à-dire que les revenus des parts sont saisis également. Donc c'est intéressant dans ce sens-là, puisque toutes les, tout ce qui est pécuniaire, tous les droits pécuniaires attachés aux parts sont saisis. Parce que quand on parle des droits d'associés, c'est quoi les droits d'associés ? Vous avez les droits qui se rattachent à l'argent et les autres. Alors les droits qui se rattachent à l'argent, c'est quoi ? C'est droit aux bénéfices, au partage des bénéfices, au partage des pertes, s'il y en a. C'est également droit à ce qu'on appelle le boni de liquidation. On imagine que si la société décide de se dissoudre, on va vendre les actifs et s'il reste de l'argent, on va le partager entre les associés. Bon, mais ça, c'est saisi par ma saisie de part sociale. C'est ce qui revient au créancier.
Et puis après, vous avez tous les autres droits qui, eux, sont insaisissables. Le droit de gestion, le droit de vote, le droit à l'information. Cela, on ne les saisit pas, c'est-à-dire que le débiteur reste titulaire de ses droits jusqu'à la vente des parts. On ne saisit que la partie pécuniaire des droits. Donc, une fois que j'ai procédé à cette saisie et que j'en arrive à la vente, là, il va falloir quand même bien réfléchir, parce que nous allons nous lancer, en ce qui concerne la France, hein, bien sûr, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour vous, dans une procédure qui est ce qu'on appelle actogène et chère, parce qu'on va rédiger un cahier des charges, on va le dénoncer, on va faire des sommations, on va prévenir de la vente, et puis on va faire la vente. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et si vous dites à votre créancier, voilà, ça fait 4 500 €. Combien ça m'a rapporté? Rien, parce que je n'ai pas vendu les parts. Là, vous risquez d'avoir un gros problème. Donc, quand je vous dis qu'il faut dissocier la saisie de la vente, c'est qu'à mon sens, mais c'est mon opinion, et peut-être vous en aurez une différente, on ne se lance pas dans la vente des parts si on n'a pas déjà une petite idée d'un acquéreur, ou en tout cas, il faut faire vraiment le nécessaire pour trouver un acquéreur, pour pas qu'on puisse vous reprocher de dire, bon, ben, vous vous êtes lancé là-dedans, mais vous n'avez pas fait suffisamment. Vous n'avez pas fait suffisamment de publicité, vous n'avez pas mis en valeur les parts que vous deviez vendre. Enfin, voilà. Alors, rédiger le cahier des charges, puisque, admettons que nous décidions de vendre. Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle, puisque c'est ce qui m'est arrivé à l'étude. Il s'agissait d'un groupement foncier agricole. Et c'était une famille, bien sûr, donc c'était 4 frères et une sœur, qui étaient propriétaires d'un grand domaine viticole à côté de La Ciotat, dans le sud de la France. Et donc ce GFA, qui était géré par l'ensemble de la fratrie, la sœur était employée par le GFA et devait entretenir en contrepartie, il y avait pas mal d'obligations qu'elle n'a pas remplies. Elle n'a pas payé ce qu'elle devait payer, donc il y avait une dette de la sœur vis-à-vis des frères. Et les frères ont dit, ben, on va saisir ces parts dans le GFA. Donc j'ai fait la saisie des parts dans le GFA, et le jour de la vente, j'y suis allée très très tranquille, parce que je savais que c'était les frères qui allaient racheter les parts. Donc j'ai saisi, j'ai vendu. Voilà, ben, c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours aussi facile, mais il peut y avoir des idées qui peuvent vous venir à l'esprit. Par exemple, si vous saisissez les parts d'un je sais pas moi, d'un charcutier, boucher, traiteur, je suppose qu'il y a des journaux. D'abord, vous pouvez mettre une annonce dans les maisons de métier, ou dans les chambres de métier, ou dans les chambres de commerce. Vous pouvez faire passer des annonces dans les journaux spécialisés également. Quand je dis spécialisés, pas les journaux d'annonces légales, mais les journaux spécialisés des professions. Nous, dans notre profession en France, on a la revue des huissiers de justice. Ben, il existe peut-être la revue des charcutiers traiteurs, j'en sais rien.